Bonjour à chacun et à tous et bienvenue à cette émission spéciale. 16 septembre 2023, 16 septembre 2024. Un an qu'a vu le jour l'Alliance des États du Sahel, déjouant tous les pronostics, même les plus pessimistes, déniant toute durabilité à l'initiative. La question qui se pose dès lors, l'Alliance constituée par le Mali, le Niger et le Burkina Faso, et bien sûr, pourra-t-elle véritablement bâtir une union économiquement viable et stable, vu la richesse de leur sous-sol, mais face, évidemment, à un contexte sous-régional particulièrement hostile à l'initiative. Ils ont quitté la CEDEAO, mais restent tout de même solidement implantés dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dont ils continuent d'ailleurs d'utiliser la monnaie, le franc CFA. Comment pourront-ils se sortir d'affaires? La question, et bien d'autres, nous la poserons au cours de cette émission spéciale qui reçoit Hamzat Abdoulaye. Il est consultant, analyste géopolitique. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Et vous aussi, j'espère. Super. Merci d'être avec nous. En face de vous, nous avons un journaliste spécialiste des questions, j'allais dire économiques. Casimir Pédio, bonjour. Bonjour Peggy Ludovic Dawa. Chaque fois qu'il est question de voir l'économie quelque part, vous êtes là. Et avec plaisir, nous allons encore suivre vos analyses, cette fois-ci sous-régionales. Merci d'être avec nous. Ma toute première question ira à Hamzat Abdoulaye qui est avec nous. Dites-nous comment on peut comprendre l'avènement de l'AES. Alors, il y a un an, vous avez bien fait de le rappeler, l'AES naissait, mais naissait pour faire face à un défi sécuritaire lié au terrorisme dans un premier temps et lié à l'urgence de se réunir et de se mobiliser aussi par rapport à une probable agression de la CEDEAO. Alors l'histoire, on ne va pas la répéter. La CEDEAO venait de sanctionner à peine le Niger, ou depuis un moment tout de même, et face à l'acte de résistance qu'opposait le Niger à la CEDEAO, il était question d'une invasion militaire pour rétablir l'ordre démocratique et remettre en selle donc le président Bazoum. Je pense qu'il faut quand même préciser, Hamzat, que c'était à la suite d'une série de coups d'État, évidemment, que l'Afrique de l'Ouest a connu. Je veux parler du Mali déjà, qui a connu son coup d'État, où la junte militaire s'est implantée. Il y a eu le Burkina Faso et ensuite le Niger. Et la CEDEAO disait qu'il fallait quand même mettre un coup d'arrêt à cette irruption des militaires au pouvoir. Sans oublier la Guinée également. Deux coups d'État au Mali, 2020-2021. Ensuite le Burkina Faso, qui dans la foulée aussi a eu un coup d'État. Et enfin le Niger aussi. Et le Niger était la goutte d'eau de trop en réalité. Et la CEDEAO ne voulait pas laisser en même temps passer le coup d'État au Niger pour donner une sorte de leçon aux putschistes et avertir en même temps ceux qui avaient peut-être en tête de déstabiliser les régimes démocratiquement élus au sein de l'ensemble de l'organisation des États donc de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, la communauté. Mais il faut comprendre une chose importante, et ça c'est la donne qui devrait être la mieux décortiquée, c'est-à-dire la confédération, la communauté, je vais dire, des États de l'Afrique de l'Ouest était à la base une communauté économique à la base. C'était à la base une communauté économique censée tout de même faire en sorte que le libre-échange soit une réalité en Afrique de l'Ouest. Mais au fil du temps, avec les différents protocoles additionnels, la CEDEAO s'est muée en gendarme autoproclamé d'ailleurs de l'instauration de l'institution de l'ordre démocratique. Pourquoi autoproclamé? Autoproclamé parce qu'on a basculé d'une communauté qui est censée être économique vers une communauté qui est devenue quasiment politique, avec parfois l'implication des forces externes. Et ça, aujourd'hui, reste le sujet clivant au sein de la CEDEAO et d'ailleurs avec ces États
du Sahel en question qui revendiquent une certaine souveraineté. Selon eux, et ça peut se comprendre, la CEDEAO, à l'instar d'autres institutions du continent, ne serait pas indépendant et dépendrait de l'Union européenne, par exemple, ou d'autres superpuissances comme les États-Unis. Puissances occidentales. Ce qui peut se comprendre, parce que dans le fond des choses, quand vous prenez le budget de l'Union africaine, de la CEDEAO, à 70%, c'est des budgets dépendants exclusivement. Bon, exclusivement, pas du tout, puisqu'il s'agit de 70-60%. C'est des budgets qui dépendent du financement externe. Et vous allez comprendre que quand vous dépendez financièrement d'une personne, il est clair que vous lui mangez parfois dans la main. Et c'est ce qui édulcorerait un peu les décisions de la CEDEAO selon ces États de l'AES. Et je finis là-dessus en disant, l'AES est née donc, en réalité, d'un échec de la CEDEAO à pouvoir rétablir l'ordre et la sécurité. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, est né de l'échec de la CEDEAO à pouvoir véritablement proposer de vraies solutions aux populations issues de cette communauté, à savoir les solutions liées au social, des solutions liées à l'économie et surtout des solutions pérennes par rapport aux multiples crises liées aux dangers sécuritaires qui guettent non seulement le Sahel, mais aussi les États du Golfe de Guinée. Et la dernière chose, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est que l'Alliance des États du Sahel n'a pas techniquement une vocation économique à la base. C'était censé être sécuritaire. Mais aujourd'hui, avec la géopolitique de la sous-région, l'AES n'a pas d'autre choix que d'aller vers une union ou une alliance économique et ensuite vers une union diplomatique, d'où l'initiative prise en juillet dernier de mettre en place une confédération désormais des États du Sahel. Merci Abdoulaye Hamzat. L'un des objectifs de cette émission, c'est quand même de rendre vraiment terre à terre les informations pour la plupart de ceux qui nous suivent, parce qu'on n'arrive pas souvent à comprendre et que, bien sûr, on rentre dans des considérations un peu trop élitistes. Alors, Casimir Pédior, dites-nous, est-ce que vraiment l'échec de la CEDEAO ne vient pas de ce que les chefs d'État n'arrivaient plus à se dire des vérités et à ériger, en fait, des totems par rapport à la manière de gérer chaque État? Au-delà de cela, l'échec de la CEDEAO réside aussi et surtout dans la diversité linguistique des pays membres qui composent la CEDEAO. Et pourquoi vous le dites? Ils arrivent quand même à traduire leur discours, non? Ils se comprennent. Le problème ne s'est pas posé au niveau du discours. Vous avez des pays anglophones, des pays francophones pour la plupart, mais aussi des pays lusophones. Et dans ce panier à crabe, si j'ose parler ainsi, il figure des géants comme le Nigeria, des puissances comme le Ghana, qui ont un droit de veto que les autres pays n'ont pas. Et quand les pays francophones prennent des décisions ou bien décident de quelque chose, forcément, ce n'est pas l'avis du Grand Nigeria et ça échoue. Ce qui fait que sinon que, au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ce n'est pas pour autant que la vie est rose. Ce n'est pas pour autant que tous les chefs d'État s'entendent. D'ailleurs, les 3 pays qui ont constitué l'AES, c'est-à-dire l'Alliance économique du Sahel, c'est des pays... L'Alliance des États. Du moins, excusez du peu, l'Alliance des États du Sahel. On espère que ça deviendra économique. Merci bien. Je suis un peu en avance sur les 3 pays. Et donc, les 3 pays qui ont constitué cela sont des pays francophones. Et donc, ils ne s'entendaient pas à un moment donné avec leurs pairs de cette union économique-là. Et donc, le problème que la CEDEAO a était depuis sa naissance. La CEDEAO n'a pas pu ériger en elle des instruments économiques pouvant permettre aux pays membres de bénéficier d'une certaine aisance en termes donc de développement. Je donne un exemple simple pour être terre à terre dans un français très facile pour que les téléspectateurs comprennent. La CEDEAO n'a pas pu doter ses 15 membres d'une monnaie unique. On n'a pas un CFA, on n'a pas un autre franc.
un autre franc qui puisse soit nous propre, permettre d'aller au Nigeria, d'acheter, un peu comme je peux aller au Togo acheter en CFA, je peux aller au Nigeria acheter en CFA. La CEDEAO n'a pas ça. Ça c'est ce qui est basique et tout le monde voit. Mais ce qui n'est pas perceptible, c'est que la CEDEAO n'a pas une banque centrale, par exemple. Vous avez tout le monde, tous les téléspectateurs on a la connaissent BCAO, la BCAO. Oui. La BCAO la est Banque unique. centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Merci. Mais elle est unique aux pays francophones. Elle n'est pas unique aux pays de la CEDEAO. Anglophone. Oui. Les anglophones n'ont pas une BCAO, ils ont leur banque centrale. Le Nigeria a sa banque centrale et traite des questions monétaires typiquement Naira avec sa population. Le Ghana a sa monnaie et a sa banque centrale. Et donc, la CEDEAO n'a pas pu unifier les banques centrales pour pouvoir en faire un instrument de respect. Ce que l'Union a fait. Ce que l'Union a... Et ce qui fait que dans votre introduction, vous disiez que les pays de l'AES sont implantés solidement dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et il leur serait difficile, très difficile, de pouvoir se départir de cette union. Au-delà de la Banque centrale, il y a d'autres instruments, comme l'agence UMOA, à titre par exemple, qui permet aux 8 États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine d'aller chercher le financement complémentaire additionnel pour les budgets des 8 États, les budgets complémentaires. Au niveau de la CEDEAO, on n'en a pas. Il n'y a aucun instrument qui aide les États déjà, je ne parle même pas encore des privés, d'aller chercher de l'argent. Au niveau de la CEDEAO, vous n'avez pas une bourse des valeurs. Vous n'avez pas un marché financier ou une bourse où investisseurs privés et États viennent donc demander de financement ou bien vendre leurs titres. On n'en a pas. Donc, je rejoins Hamzat qui dit que la CEDEAO, par défaut, est devenue unilatéralement un instrument politique. Et la seule banque qu'elle a, c'est une banque d'investissement implantée donc à Lomé, qui pratiquement vivote, ne représente absolument rien. N'investit plus rien aujourd'hui, c'est ça? N'investit pas grand-chose au niveau donc des pays membres. Donc véritablement, un pays comme le Niger, un pays comme le Mali, un pays comme le Burkina Faso, un pays comme la Guinée, parce qu'on a tout fait d'oublier la Guinée chaque fois quand on veut parler donc des questions sécuritaires au niveau de la sous-région. La Guinée-Conakry, la Guinée donc de Sékou Touré, fait partie intégrante donc de la CEDEAO. Et donc ces pays ne se retrouvent plus dans cette communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Conséquence, ils ont eu du plaisir à bouder, à chuter dehors cette CEDEAO-là et à créer leurs instruments. Déjà, ils ont prétesté, ils ont argumenté la question sécuritaire, la défense donc, du territoire, les questions liées au Boko Haram, les questions liées à l'insécurité, pour pouvoir donc se soulager de cette dépendance politique sauvage de type colonial que les pères ont installé en parlant donc de la CEDEAO. Ce qui n'est pas du goût, forcément, de la métropole. Il faut appeler un chat un chat. La France n'est pas du tout contente donc de cette forme d'alliance-là qui est née et est en train d'observer certainement en temps normal la destruction ou la fin de cette mission de l'alliance. Mais contre toute attente, on assiste de plus en plus à des volontés politiques qui veuillent donc transformer une volonté politique, une volonté sécuritaire en une volonté économique. J'espère bien qu'ils pourront y arriver pour véritablement ne pas copier et coller un modèle communautaire qu'est la CEDEAO dans un regroupement de 3 États pour encore reprendre les mêmes bêtises. En fait, c'est pour tenter de comprendre tout ceci que cette émission a lieu. Hamzat, dites-nous, est-ce qu'on peut dire alors que l'AES va tirer conséquence des problèmes qu'a rencontré la CEDEAO pour se bâtir une économie stable? Oui et non. Oui, parce que eu égard donc à 110 ans quasiment d'existence, la CEDEAO c'est beaucoup de haut, mais c'est aussi beaucoup de bas. Et au nom justement de cette lecture historique sur les bons pas, je vais dire, de la communauté
la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, je pense que les États de l'AES peuvent en prendre de la graine en réalité, par rapport aux points positifs, mais aussi par rapport aux points négatifs. Donc ça pourrait leur servir vis-à-vis de leur programme, vis-à-vis de leur objectif, surtout à atteindre. Non, parce que je trouve que c'est un peu beaucoup trop vite dessiné de penser que l'AES peut s'inspirer des échecs de la CEDEAO pour avoir une alliance beaucoup plus solide. Je le dis pourquoi. La CEDEAO a tout de même plusieurs décennies d'existence. Et c'est parti sur la base de l'expérimentation, sur la base d'autres échecs aussi sur le terrain, et aussi sur la base de certains acquis. On aura beau dire ce qu'on veut, la CEDEAO, c'est beaucoup de succès, on va le dire aussi. C'est beaucoup de succès, notamment sur la ligne liée à la libre circulation des personnes et des biens. Ça a été le défi éternel de la CEDEAO. Ce n'est pas une réalité, c'est vrai. Est-ce que cette libre circulation est vraiment c'est pas un objectif qui a été atteint aujourd'hui à 100%. À 100%. Mais quand vous voyez tout de même l'architecture liée à cette libre circulation des personnes et des biens, c'est une réalité dans certains pays. C'est une réalité quand vous allez à la frontière, un exemple pur et simple du Bénin, du Togo, par exemple. Vous allez constater que cette libre circulation des personnes et des biens est une réalité au nom justement de cette CEDEAO. C'est une réalité à cet endroit. Mais ailleurs, et c'est pas plus loin que ça, hein, au niveau de la frontière Lomé-Ghana, c'est toute une autre réalité. Vous avez évoqué la situation. Exactement, au niveau également de la frontière qui n'est pas loin, exactement, Bénin-Nigeria, c'est aussi toute une autre réalité. Mais c'est des choses qui sont en train de s'améliorer au fil du temps. C'est aussi un peu l'implication des politiques, des différents États également, qui doivent y mettre beaucoup plus de volonté pour que les objectifs de la CEDEAO puissent être atteints au niveau local. L'AES, pour devenir une sorte d'organisation beaucoup plus forte, a besoin de s'organiser au niveau diplomatique, au niveau économique, mais aussi au niveau sécuritaire. C'est très bien les grands discours, surtout le discours de juillet dernier qui réunissait à ce sommet donc Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et le président Tiani du Niger. J'ai vu beaucoup plus de discours, mais au-delà du discours et de la volonté, il faut du résultat. Il faut des résultats pour impacter les populations qui attendent maintenant depuis plus d'1 an pour que la situation économique, la situation sociale puisse s'améliorer. Et ce n'est que sur ça qu'on peut les juger. Ce n'est que sur la réalité de ce qu'ils font, de leurs actions, qu'on pourra les juger. L'AES ne pourra pas tout de suite avoir l'envergure de la CEDEAO parce qu'il va falloir attendre peut-être 5 ou 10 ans pour faire le point. La CEDEAO ne s'est pas faite en une seule journée. Rome non plus, d'ailleurs. Donc l'AES devrait, pour ceux qui sont impatients, l'AES devrait certainement avoir besoin de ce temps pour dérouler un programme. Et c'est là où est mon inquiétude, c'est-à-dire on a une alliance des États du Sahel qui est devenue donc une confédération qui est beaucoup plus basée sur du discours, sur du saupoudrage politique, sur de la rhétorique militaire, si vous voulez, parce que je sais que la rhétorique militaire n'existe pas, la rhétorique politique, par contre, existe. Ils ne seront pas d'accord avec vous, parce certainement que pas. C'est une manière pour eux d'affirmer leur intention, de montrer qu'ils ne sont pas en train de s'amuser lorsqu'ils décident de quitter la CEDEAO et de se mettre ensemble pour créer une confédération. Ce qui peut se comprendre, mais les populations, les peuples, que ce soit les peuples du Sahel ou de l'Afrique de l'Ouest, n'ont plus besoin de rhétorique politique. On est resté dans le carcan des rhétoriques politiques de 60 à 2024, malheureusement. Et ça n'a malheureusement pas donné ce qu'on espérait. Ça ne nourrit pas ses fils. Absolument pas. La question de l'insécurité alimentaire, par exemple, de 60 en 2024, n'a jamais été résolue. La question de la mauvaise gouvernance, malgré qu'il y a des semblants de démocratie à des endroits ou d'autres aux confins de cette Afrique de l'Ouest, malgré cela, on a toujours une mauvaise gouvernance ambiante gangrénée par la corruption, par la mauvaise gestion des ressources
Et ça, c'est la population qui en pâtit depuis 1960. On n'a toujours malheureusement pas réglé aussi la question de l'insécurité économique. C'est-à-dire, dès qu'il y a un crash boursier à New York ou à Londres, ou dès qu'il y a une guerre périphérique en Europe ou ailleurs, il y a des répercussions qui n'épargnent pas. Direct. Ou dès qu'il y a une crise sanitaire en Chine, on est tout de suite impacté. Parce qu'on n'a pas une politique économique autonome assez forte qui puisse résister aux crises externes et extérieures. Et ça, c'est la sempiternelle question qu'on se pose depuis plusieurs années. C'est-à-dire, on les pose, mais on n'y trouve toujours pas de réponse. Et face à je dirais cet obstacle qui est permanent et perpétuel, on peut comprendre l'avènement des coups d'État qui sont d'ailleurs basés sur ces causes que je viens de citer. Mais je continue d'insister là-dessus, ce n'est pas parce qu'on veut, au nom d'une certaine souveraineté, essayer de changer les choses qu'on doit se perdre dans la rhétorique politique. Parce qu'aujourd'hui, les populations ont plus besoin d'action, ont plus besoin de réel impact par rapport à leur quotidien. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Par rapport à l'AES, et je finis là-dessus, l'AES, malheureusement, est ancré toujours sur un discours souverainiste, ce qui peut se comprendre d'ailleurs, mais aussi sur beaucoup de rhétorique politique. Parce qu'en termes de concret, on n'a véritablement pas, quand je cible l'économie, surtout, je choisis 3 points, l'énergie, l'industrie et les finances. Sur ces 3 points économiques, je ne pense pas qu'il y ait un cahier de charge uni de ces 3 États. Je ne pense pas qu'il y ait non plus des fixations d'échéances claires, bien établies par rapport à ces 3 points pour donner une directive économique par rapport à l'avenir de cette confédération des États du Sahel. Et je ne vois pas non plus de façon unie des mesures politiques et de coordination diplomatique qui puissent véritablement devenir la colonne vertébrale de l'AES pour qu'on puisse se dire, oui, dans 5 ans, on aura une alliance ou une confédération des États du Sahel qui est inscrite sur une véritable dynamique. Sans feuille de route, je pense qu'on ira dans le décor. Et donc c'est ce défaut de feuille de route qui vous permet de dire que vous ne notez pas un objectif commun en matière économique entre les 3 États. Je note un intérêt commun, je note un discours commun, je note une lutte commune, rompre avec le passé, rompre avec cette indépendance fabriquée par l'Occident et octroyée à ces États. Je peux comprendre. Mais vous ne voyez pas un objectif économique commun. Exactement. Et je ne vois pas non plus d'action commune, même en termes de... Parce qu'on a dit tout à l'heure que l'AES a été créée pour une raison sécuritaire. Je ne vois pas d'action commune au niveau... parce qu'une action commune sécuritaire voudrait dire des formations communes. On a quand même vu une armée malienne prête à aller prêter main forte au Burkina Faso qui, entre-temps, était en difficulté. Attention, je dis, il n'y a pas il n'y a pas un ensemble militaire réel. Pour avoir un ensemble militaire réel, il ne s'agit pas d'envoyer des forces. Une armée commune. Il faut déjà une formation commune. Ça n'existe pas pour l'instant au sein de l'AES. Il faut des opérations communes avec des chefs d'état-major des 3 entités qui puissent prendre des décisions communes. Pour l'instant, quand vous allez sur le front malien qui est opposé tout le temps à la lutte contre le JNIM ou l'État islamique. Il n'y a que le Mali pour l'instant avec Wagner qui n'est pas malheureusement un État de l'Afrique de l'Ouest, vous allez le constater. Et quand vous prenez le Burkina Faso en proie également aux terroristes du JNIM, mais je ne vois pas non plus l'armée du Niger présente sur les... C'est vrai qu'il y a des échanges récemment d'informations et de données. C'est un début, on va dire, c'est un bon début. Mais je trouve que c'est loin, très loin de l'idéal vendu aux populations dans la mesure où si il faudrait impacter contre cette lutte contre le terrorisme, il faut une union. Le Mali ne pourra pas seul vaincre le terrorisme, c'est une certitude. Le Niger encore moins, le Burkina encore moins. Et ce n'est pas forcément en comptant sur les forces externes qu'ils vont y arriver. Parce qu'il faut déjà parler du problème social qui fait en sorte que les jeunes vont vers ces organisations terroristes. Ça, c'est très important. Et la deuxième chose, c'est que l'entité devrait
véritablement aller vers des actions concrètes. Mais je suis certain, et vous serez d'accord avec moi, qu'ils n'ont pas la tâche aussi facile parce qu'il y a des implications d'autres entités sombres et ténébreuses qui ralentissent malheureusement l'atteinte de ces objectifs. Donc, double situation qui fait en sorte qu'on peut dire que la responsabilité est partagée avec ces États qui n'ont pas encore véritablement mis les moyens pour avoir une situation qui puisse leur permettre de lutter communément contre le mal. Et de l'autre côté, il y a tout un ensemble d'États ou de personnalités ou de personnes qui s'impliquent pour qu'ils n'y arrivent jamais. Donc, face à ça, je pense que ça ralentit la machine qui pourrait leur permettre d'atteindre leurs objectifs. D'accord. Casimir Pédion, quand on suit Hamzat Abdoulaye, c'est que les trois États sont ensemble dans une alliance, mais n'ont pas encore su trouver le mécanisme pour vraiment s'intégrer dans les objectifs économiques. Quelle solution finalement pour eux? Je ne vais pas les dédouaner pour leur jeune âge, parce qu'en plus de leur jeune âge, ils ont quand même l'expérience des 60 dernières années. C'est quand même un an. C'est quand même un an, mais c'est aussi 60 ans d'existence. Cependant, je ne suis pas complètement d'accord avec Hamzat lorsqu'il dit que la question de l'intégration n'est pas visible. Si, c'est visible. C'est visible. Et je m'inscris en faux sur la libre circulation des personnes et des biens entre le Bénin et le Togo. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Aucun Béninois ne circule librement au Togo et aucun Togolais ne circule librement au Bénin. Ni les biens, ni les personnes. Mais qu'est-ce que vous voulez? Que les gens ne payent pas? Que les gens ne payent pas les droits de taxe, les droits de douane? Ça se paye. Quand vous êtes à la frontière du Togo et du Bénin, vous payez 7 000 francs CFA pour passer de l'autre côté de la frontière. On appelle ça laisser passer. On a dit libre circulation des personnes et des biens. Donc, je n'ai rien à payer à qui que ce soit. Il n'y a aucune taxe et de surcroît une taxe officiellement reconnue par les deux États. Et lorsque vous quittez le Togo... Les 1 000 francs, excusez-moi, les 1 000 francs qu'on paye... 7 000. Ah, les 7 000 francs. 7 000 francs CFA. Pour laisser passer, pour les véhicules et autres. Pour les véhicules. Et lorsque vous avez un véhicule, vous quittez le Togo pour le Bénin, vous payez également 7 000 francs CFA pour être à Ilakondi tout au moins. Et lorsque vous avez oublié votre bagage de l'autre côté de la ville voisine... Oui, en écran ou bien... Non, même pas. Il y a une ville juste à la frontière là, c'est-à-dire lorsque vous allez encore traverser, eh bien vous repayez encore les 7 000 francs. Je ne sais pas où est-ce qu'il y a eu une libre circulation des personnes et des biens depuis 1960 ou depuis les 30 ans que l'Union économique et monétaire ouest-africaine existe. Mais aujourd'hui, lorsque vous quittez Ouaga pour Niamey, vous n'avez rien à payer. Lorsque vous quittez Bamako pour Ouaga, vous ne payez rien. Donc les véhicules circulent normalement. Que vous soyez plaque RB ou bien plaque, du moins si vous soyez plaque RN, c'est-à-dire République du Niger, ou BF, Burkina Faso, ou Mali, les véhicules circulent déjà. C'est une réalité. Et le passeport diplomatique est une réalité. Déjà. Entre les trois États. Entre les trois États. Et pourtant, ils sont aussi membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Mais attention, lorsque c'est RB, vous avez des formalités que vous remplissez à la frontière avec le Niger. Même si les frontières sont aujourd'hui fermées, il y a des formalités qu'on vous impose. Donc, de leur jeune âge, il y a un début de quelque chose qui a commencé. Les personnes circulent déjà et les marchandises circulent librement entre les trois États. Ça, c'est une réalité que l'Union économique et monétaire n'a pas pu garantir en 30 ans d'existence, que la CEDEAO n'a même pas songé à établir. La CEDEAO n'a pas pu établir cette réalité-là. C'est le basique en termes d'économie. Donc, sur ce principe-là, je dis non, je ne suis pas d'accord. La réalité, elle est plutôt au niveau de l'AES. Et l'exemple vient de l'AES. Au-delà de ça, la logistique, quand je viens à la question de la défense et de la sécurité, c'est vrai, la question de la défense,
on peut donc voir que chaque État continue pas à manager son armée. Mais la question de la logistique aujourd'hui est partagée entre les 3 États. Il y a une symbiose en termes d'information aérienne, en termes d'information satellitaire qui est partagée entre l'armée, ce qui leur permet rapidement de réagir par rapport aux menaces terroristes qui aujourd'hui menacent la région. Donc, il y a forcément une union communautaire. Et ce qu'on a refusé à la France, en faisant partie les contingents français au Mali, au Burkina Faso et au Niamey, je ne crois pas que les nouveaux États soient dans cette dynamique-là. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de voir une armée d'intervention unique appelée XY qui regroupe la force de l'AEF. De l'AEF qui regroupe l'AES, qui regroupe l'armée malienne, l'armée burkinabé, l'armée nigérienne, et ils en ont fait une unité spéciale d'élite. Non, c'est pas évident. On en a ce modèle donc de gouvernance politique et sécuritaire n'a jamais existé quelque part. La France, l'Allemagne, nulle part on n'a vu une force allemande venir fusionner avec la France. On n'a jamais vu les États-Unis fusionner avec leurs alliés. On a quand même les casques bleus. Ça, c'est l'ONU. C'est l'ONU. Ça, c'est l'ONU. Oui, et l'ONU, ce n'est pas un pays. Puisque c'est une sorte d'alliance aujourd'hui entre 3 États, on peut quand même avoir une force commune. Monsieur Peggy, oui. L'ONU, ce n'est pas un pays. Non, ce n'est pas un pays, c'est un ensemble de pays. Ce n'est pas un pays, donc on ne peut pas prendre ce modèle. L'ONU est née sur quelque chose. Mais c'est un ensemble de pays. L'ONU a ses objectifs. Et pour la plupart du temps, les casques bleus de l'ONU, là, pour la plupart, travaillent pour l'Afrique. Il n'y a pas de casque bleu en Ukraine. Il n'y a pas de casque bleu en Israël. Mais la CEDEAO a quand même caressé l'envie pendant longtemps d'avoir l'écomoc, même si ça n'a pas prospéré. C'est son échec, c'est son inactivité, c'est sa myopie intellectuelle qui a permis aujourd'hui à l'AES d'être là où elle est. Si la CEDEAO n'avait pas cette idée, qui ne veut absolument rien dire, aujourd'hui, on n'allait pas assister à la création d'une alliance des États du Sahel. Parce que l'objectif, ce n'est pas de créer une force d'intervention. C'est que chacun garde sa position, mais que nous soyons forts dans l'ensemble. D'accord. Donc, véritablement, je pense que la question n'est pas la fusion forcément de l'armée, ce n'est pas la fusion, ce n'est pas une communauté des biens, ce n'est pas une unicité des caisses, ce n'est pas voir le trésor public malien, le trésor public nigérien, le trésor public burkinabé fusionner et donner une régie ou un guichet unique. Non, ce n'est pas forcément ça. Mais il y aura désormais un directif. Si c'était ça, Casimir Pédio, est-ce que ceci n'aurait pas été mieux quand même pour les 3 États? Non, ça ne peut pas arriver. Afin que, bon, ils puissent quand même mieux gérer. Ni aujourd'hui, ni après notre départ sur Terre, cela ne serait pas possible parce que la question de la souveraineté des États, chacun est jaloux de sa souveraineté. Et donc, je ne vois pas. D'ailleurs, lorsque le président burkinabé, non pas le président, le premier ministre burkinabé avait émis l'idée donc d'une fédération, l'idée a tout de suite échoué. Lorsqu'il s'est agi donc de fédérer la Guinée-Conakry, le Burkina Faso et le Mali pour en faire une fédération, tout de suite, les 2 autres ont refusé. Tout de suite, le Mali et la Guinée ont refusé parce que personne ne veut aujourd'hui perdre sa souveraineté. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas avoir un super président de la République et avoir donc des chefs d'état-major, un chef d'état-major général et avoir donc des divisionnaires. Non, c'est pas possible. On ne pourra pas assister. Ça n'existe nulle part au monde et ça ne peut pas exister sous nos cieux. Donc, ne rêvons pas, ne leur donnons pas ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ce qu'ils peuvent faire, c'est une communauté économique, c'est un rassemblement qui puisse nous permettre d'aller vers le développement. Le Burkina Faso qui dit aujourd'hui, et là aussi je ne suis pas d'accord avec Hamzat, le Burkina Faso dit aujourd'hui, je vais développer une centrale nucléaire. C'est un agenda. Je vais développer. Et le Niger qui dit, moi j'ai du pétrole et je l'ai raffiné. Je vous le vends, je vous vends déjà du gasoil
Et c'est une réalité aussi aujourd'hui. Donc, le Niger met à la disposition du Burkina Faso et du Mali son gasoil à vil prix pour permettre donc aux populations de circuler. Et en contrepartie, elle a la devise pour pouvoir donc faire circuler donc la monnaie. Et le Burkina Faso qui dit « je veux faire centrale nucléaire », c'est que forcément, il tient compte de son voisin qui a l'uranium, qui est le premier producteur de l'uranium en Afrique et le troisième sur le plan mondial. Il tient compte de ça. Et le Mali qui dit, bon, ok, moi je développe mon secteur agricole. C'est pour certainement écouler ses produits au niveau de l'AES. Et c'est une réalité aujourd'hui. Au Burkina Faso aussi, on a une politique agraire qui est en train de prendre corps. Et aussi une politique industrielle qui est en train de prendre corps. Et la vision aujourd'hui, c'est d'abord les 70 millions de population de l'AES. Et donc, véritablement, moi, je pense qu'en un an, on ne peut pas donc inventer Jésus et avoir le résultat en même temps, mais il y a comme un début de quelque chose. Donc ce qui est fait actuellement est rassurant. Est rassurant. Ce qui est fait est rassurant, pourvu que la politique n'endomme pas l'économie, que la politique ne vienne pas enliser donc les intentions économiques et que les militaires aient un regard vraiment bienvoyant en direction donc des économistes pour que eux-mêmes ils puissent s'exprimer et dire voilà véritablement leur savoir-faire pour cette alliance afin que nous puissions un jour, pourquoi pas, assister à un début de quelque chose qui pourra être donc implémenté certainement au niveau de toute la sous-région ouest africaine. Oui, beaucoup de choses ont été dites. Je ne vais pas refaire le débat. Non, mais là, avec Kazini Pédion, on est en train de noter une complémentarité entre les trois États. Mais chacun peut compter sur l'autre. Je ne suis pas aussi optimiste. Ah, j'insiste vraiment là-dessus. Et pourquoi vous êtes pessimiste? Vous savez, je ne suis pas non plus pessimiste, mais je veux être réaliste. Parce que vous savez, entre l'idéal politique et la réelle politique, il y a une grande différence. L'AES, aujourd'hui, l'idéologie de l'AES n'est pas si mal. Parce que de 60 à 2024, je ne pense pas que ce qui a été fait a donné une certaine évolution ou un certain équilibre économique financier à nos États en Afrique. Je ne le pense pas. Donc l'alternative de l'AES était une sorte d'alternative qui est en réalité une rupture avec tout ce qui se faisait. Rupture avec tout ce qui se faisait sur le plan diplomatique, rupture avec tout ce qui se faisait sur le plan militaire, donc sécuritaire, rupture également avec tout ce qui devrait se faire sur le plan économique. Alors, on est encore très loin de pouvoir juger, et j'insiste là-dessus, je ne juge pas l'AES, je suis par contre réaliste. Ne nous basons pas sur la rhétorique politique pour essayer de changer des choses qui ne viendront jamais. La rhétorique politique, c'est ce qui s'est produit lors de ce sommet. Vous savez, ce sommet, en juillet dernier, a mobilisé beaucoup de monde. C'est un sommet populaire, je vais dire. Et les trois chefs d'État militaires, donc, au sommet de ces trois États. Le but, c'était de passer donc de l'alliance des États à une confédération. Mais je continue de le dire. Passer à une confédération, dans la réalité des choses, ça nécessite beaucoup de temps. Évidemment, ils n'ont pas le temps. Ces trois États n'ont pas le temps et les populations également n'ont pas le temps pour attendre longtemps ou pour se baser sur cette rhétorique politique qui disent nous allons vous vendre un idéal politique, nous allons vous vendre un idéal lié à la sécurité, nous allons vous vendre un idéal lié à l'alimentaire dont il a parlé aussi, Casimir. Je ne suis pas également optimiste par rapport au fait que la libre circulation soit une réalité. Je ne suis pas optimiste non plus par rapport au fait que, par rapport à l'économie, qui est un point clivant et surtout important, j'ai évoqué l'industrie, j'ai évoqué l'énergie, j'ai évoqué les finances. Ce n'est pas vraiment comme ça, parce que prenez individuellement un ressortissant du Niger, individuellement un ressortissant du Mali ou individuellement un ressortissant du Burkina Faso, mis à part la fierté, mis à part la question de la souveraineté dont ils sont très fiers et sur ces questions, bien entendu, je pense que beaucoup d'États pourraient les envier.
mis à part ces points, si vous allez au niveau de l'économie, c'est toujours resté un désastre. Si vous allez sur le point de la sécurité, il y a des points forts, il y a des points verts qu'on peut noter, mais c'est très peu par rapport aux points négatifs qu'on relève. Quand je prends le PIB par habitant de ces trois États, quand je prends le Burkina Faso, nous sommes à environ $882 de PIB par habitant. Quand vous prenez le Niger, on n'en est pas loin, nous sommes à $629. Et le Mali, c'est également $877 par habitant par an. Ce n'est pas grand-chose, ça fait partie des plus faibles taux de PIB par habitant en Afrique. Et ça, l'AES n'y a pas changé grand-chose aujourd'hui. L'autre réalité, quand on parle de la libre circulation des personnes et des biens, je trouve, et je continue de le dire, Rome ne s'est pas fait en un jour. La CEDEAO a de très belles bases qui peuvent évoluer grâce surtout à la volonté politique. J'insiste là-dessus. Sans la volonté des politiques, je pense qu'on va faire un pas en avant et plusieurs en arrière. Et je trouve, et pour finir vraiment là-dessus, je trouve que ce proverbe Bambara, qui est pour moi l'inspiration même de la sagesse, on ne rase pas la tête à quelqu'un en son absence. Et je pense que les dirigeants de l'AES doivent en être conscients. On ne peut pas raser la tête des populations de ces contrées du Sahel en leur absence. Ce n'est simplement pas possible. Et il est important que dans la dynamique commune qu'ils ont voulu insuffler depuis un an, il est important qu'ils passent au-delà de la rhétorique. C'est tout ce que les populations demandent. Aller vers le concret, vers les actions. C'est très bien de vendre l'idée selon laquelle le Burkina peut se doter d'une centrale électrique. Je n'en rigole pas. C'est un sujet très sérieux. Mais dans la réalité, une centrale électrique, ce n'est pas du tout comme ça. Il faut énormément de moyens, il faut énormément de ressources et il faut des techniciens capables de pouvoir mettre en place ce genre d'initiative. Est-ce qu'on a des ingénieurs en énergie atomique au Burkina Faso? C'est littéralement risible, mais je trouve qu'ils seront obligés d'aller puiser ces ressources de l'intérieur et de l'extérieur, pardon. Et ces ressources ne se feront pas à 0 franc. Donc, essayons de rompre définitivement avec la rhétorique politique, avec l'idéal politique qui ne sert pas. Et l'AES pourrait mieux grandir si elle se basait sur un discours politique qui est plus réel et qui épouse aussi la réalité des populations. D'accord. Alors, on va évoluer dans ce débat. L'AES est désormais une réalité, ça fait un an. Mais quelles peuvent être les relations que les États de l'AES vont entretenir avec leurs voisins de la CEDEAO? Moi, je faisais partie de ceux qui disaient dès les premières heures de la crise en Ukraine, d'abord, que nous sommes face à une crise du multilatéralisme. Une crise du multilatéralisme voudrait dire quoi? Que les entités qui se sont constituées en entités multilatérales comme l'ONU, comme l'Union européenne ou l'Union africaine, n'ont pas réussi à surmonter les défis. Et ça fait en sorte que le multilatéralisme n'est plus aussi crédible comme c'était le cas en 1945, ou comme c'était le cas à la chute du mur de Berlin en 1989, ou comme c'était le cas à l'avènement, je vais dire, de la démocratie dans les États en Afrique après 1991. Donc aujourd'hui, cette crise multilatérale s'est tellement accentuée qu'au sein même de nos entités sous-régionales, ça se constate. La fracture au sein de la CEDEAO est née ailleurs en réalité. Est née en réalité donc de ce multilatéralisme qui n'a pas proposé de véritables solutions pérennes qui puissent épouser les réalités endogènes de nos États. Malheureusement, on a constaté que ce multilatéralisme, ça ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas parce que la CEDEAO s'est tirée toute seule, d'ailleurs, une balle dans le pied, que le bilatéralisme va mourir. Pour autant, non. Je pense au contraire qu'il faut aller vers le bilatéralisme. Le bilatéralisme voudrait dire quoi? Que les États... État à État. Exactement. Que les États peuvent privilégier des relations d'État à État
comme le Bénin a le fait dans un passé, bien avant le coup d'État au Niger, en privilégiant la coopération sécuritaire et militaire avec le Niger. C'est quand même fou d'aller, de comprendre que pour régler un problème au Bénin, un problème sécuritaire, on est obligé d'aller à l'extérieur, d'aller vers les États-Unis ou vers l'Union européenne, avoir de l'aide ou avoir une aide militaire ou avoir une aide à la formation de nos entités avant de régler un problème qui est réel en réalité. Donc ça va prendre quoi? Du temps. Or, nous ne disposons pas du temps pour régler les problèmes sécuritaires, par exemple. D'où, pour moi, la solution simple, c'est-à-dire renouer avec le bilatéralisme en allant voir le Niger, le Nigeria, en signant des coopérations militaires, des coopérations diplomatiques et autres pour consolider ce bilatéralisme et juguler les problèmes d'époque auxquels on fait face. L'autre chose aussi qui pourrait être la solution, c'est le multi-alignement. Le multi-alignement, c'est une théorie qui a été mise en pratique par Jaishankar Subramanian, ministre des Affaires étrangères de l'Inde, qui consiste en réalité à avoir de multi-partenaires. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que nous sommes en froid avec la Russie, c'est un exemple que je donne, avec la Russie, qu'on ne peut pas dialoguer avec les États-Unis le matin ou déjeuner avec la Chine à midi ou encore dîner avec la France le soir. Donc, c'est ça le multi-alignement. C'est-à-dire, on doit uniquement penser à nos intérêts économiques, à nos intérêts diplomatiques et à nos intérêts sécuritaires. Et en épousant cet objectif, je pense que les États du Sahel vont en réalité voir à travers les États périphériques, je prends un exemple basique, le Bénin, par exemple, le Niger peut voir à travers le Bénin un partenaire sûr en termes de coopération sécuritaire, en termes de coopération diplomatique et même parfois en termes de coopération économique. Donc, mettre les moyens nécessaires qu'il faut à ce niveau pour qu'il y ait une véritable dynamique, une véritable coopération entre les deux États. Et en allant même au-delà, je ne pense pas que le fait de se constituer en alliance ou en confédération des États du Sahel ne veut pas pour autant dire que c'est la mort des relations bilatérales. Au contraire, je pense que chacun... Et le reste de la CEDEAO. Exactement. Cela voudrait dire que chaque entité peut négocier avec d'autres entités. Mais l'autre côté de la chose, et ça je serais d'accord avec Azmi, c'est que ça fragilisera bien entendu les entités multilatérales. Si le bilatéralisme devient plus fort, quel est l'intérêt de se constituer en entité multilatérale? Si on peut trouver des solutions pérennes à travers le multi-alignement, quel est l'intérêt peut-être de se constituer en AES? Donc, c'est une question irrésolue pour moi qui sera toujours posée, mais qui sera surtout adaptée à notre époque, mais surtout à la conviction politique de nos hommes politiques qui doivent aller au-delà des carcans théoriques, au-delà des carcans des papiers et aller réellement dans les actions pour impacter davantage les populations. D'accord. Casimir Pédior, dites-nous, pour aller vraiment sur le terrain concret, quand vous voyez les membres de l'AES, je veux parler des citoyens, quelles peuvent être leurs difficultés aujourd'hui avec les citoyens du reste, on va dire, des pays de la CEDEAO? Le Niger, le Bénin, on connaît les relations aujourd'hui qui ne sont pas vraiment au bon fixe, mais quand on prend le Ghana, je dis la Côte d'Ivoire par exemple, et je ne sais pas, son pays, le pays voisin de, on va dire, le Mali, voilà. Il n'y a aucune difficulté, même quand on prend le schéma, l'exemple Bénin-Niger, puisque la question a été précise, les individus n'ont aucun problème. Aucun. Et je vais vous donner des chiffres pour étayer ce que je dis. Le Burkina Faso a exporté 14% de ses produits locaux au sein de l'espace CEDEAO en 2023. 14%. Ce n'est pas nous qui le disons. 14%, c'est peu. Monsieur Peggy, c'est beaucoup. Ah bon? Sur 100%, 14%? 14% de son produit est allé au sein de la CEDEAO.
d'ordinaire, est-ce que c'est ce chiffre? Je n'ai pas les autres chiffres. J'ai juste pris les chiffres de 2023 parce que le Burkina Faso n'est plus membre de la CEDEAO. Donc, diplomatiquement et de façon bilatérale ou multilatérale, le Burkina Faso n'est plus membre de la CEDEAO. Et pourtant, 14% de sa production nationale de 2023 sont allés en faveur. Maintenant, il faut identifier ce PIB-là pour pouvoir savoir ces 14% représentent exactement quoi. N'oublions pas que nos pays sont pour la plupart extravertis et envoient les matières premières à l'international. Il y a des pays asiatiques qui consomment la majeure partie de notre production, le coton par exemple. Et donc, 14%. Et les importations, c'est-à-dire les autres pays, ont envoyé 26% de leur production au Burkina Faso, juste pour le Burkina Faso. C'est pour vous dire que les peuples n'ont pas de problème entre eux en termes d'intégration économique. Je suis précis. Il n'y a aucun problème entre les peuples en termes d'intégration économique. Le Bénin continue par consommer les moutons, c'est-à-dire les viandes, venant du Niger en pleine saison. Les abats de viande, les espèces, malgré tout ce qu'ils sont en train de dire, ça circule. Le Niger continue par nous envoyer des produits oléagineux, de l'oignon par exemple, au Bénin. Et le Bénin continue par envoyer des céréales, même si il y a des politiques, il y a une politique d'interdiction de ces produits sur le sol nigérien. Mais il faut dire que ça continue pas à circuler. Donc pour moi, l'intégration bilatérale ou multilatérale, telle qu'il a dit, ne souffre pas des problèmes diplomatiques, des problèmes de malcompréhension, des conflits que les États, les chefs d'État, les leaders politiques ont entre eux. Et c'est ça, c'est tout le bien de la coopération économique sous-régionale et africaine. C'est ce qu'on aurait souhaité que l'Afrique soit, qui sont en train donc de développer. Que ce soit AES ou... Il n'est pas frappé, hein, les produits du Burkina Faso ne sont pas frappés du sceau AES et interdit au Bénin. Non, ça circule. Donc véritablement, pour moi, il n'y a pas de conflit. Quand je regarde les données économiques, je dis il ne devrait pas avoir de problème. Est-ce que moi je voudrais, pour aller donc, dans le sens donc, de mon ami Hamzat, qui n'est pas pessimiste, qui n'est non plus optimiste, mais qui souhaiterait que les trois dirigeants allument... Qui est réaliste, il a dit. Qui souhaiterait que les trois dirigeants allument leur cerveau, aillent au-delà des intentions, de l'émotion. Moi, je parlerai donc pas de rhétorique politique, mais moi, je parlerai de l'émotion, de la colère qui les a animés, qui les a vus fondre pour créer l'AES, pour aller au-delà. C'est par exemple de créer des instruments économiques, tels que je l'ai dit, une banque centrale. La question de la monnaie viendra progressivement parce qu'elle n'est pas négociée avec fragilité, avec rapidité. Mais déjà avoir des instruments économiques tels qu'un marché financier où ils peuvent aller négocier et acheter des devises. On peut déjà créer des instruments, une législation qui garantisse aux États membres une certaine flexibilité sur le plan économique. Donc, c'est le discours. Et aujourd'hui, la question donc d'associer tous les composants intellectuels de ces trois pays s'impose. Ce n'est pas les militaires qui vont rester dans leur cocon, réfléchir, dire bon, on veut une banque d'investissement, allons créer. Non, il faut faire asseoir les locaux déjà. Et si cela ne suffit pas, il faut aller acheter l'expertise internationale. Vous avez la France qui est là. Et un économiste français ne trouvera aucun inconvénient d'apporter son expertise à la création d'une banque de l'AES, si tant est qu'il faut payer sa prestation. Lui, il fait un travail intellectuel, il a pris son cash, c'est du business, et il vend son savoir-faire. Un économiste américain fera pareil. Un économiste chinois fera pareil.
Je ne veux pas aborder la question de la Russie, sinon on me dira Wagner, volet économie. Non. Donc aujourd'hui, l'expertise existe déjà dans le monde. On peut aller acheter cette expertise et venir l'implémenter, on peut la solliciter. Voilà. Donc c'est à ce prix-là qu'il faut véritablement aller vers une intégration économique. Et l'autre chose que je voudrais dire, pour terminer sur ce volet-là, c'est que il ne faut pas que les dirigeants des 3 pays restent dans leur tour d'ivoire, dans leur tour de cristal, soit donc dans les émotions africaines. Nous avons réussi, Thomas Sankara a dit, Thomas Sankara n'a pas dit, et nous allons faire, voilà, ils ont créé l'IA, ils sont en train... Non, il faut dépassionner le développement. Il faut dépassionner les discours politiques et aller véritablement vers ce que les peuples veulent, ce que véritablement doit être cette question du développement sur le continent. Merci à vous, Casimir Pidjon. Nous arrivons au terme de cette émission, mais on ne va pas quitter ce plateau sans entrevoir quelques bonnes perspectives. Par exemple, la monnaie de l'AES, est-ce qu'on peut y réfléchir? Ils peuvent y penser, les États membres? Oui, je pense que, eu égard à la dynamique qu'ils se sont imposés, il est important que les dirigeants donc, de ces États puissent réfléchir de façon sérieuse à la question de la monnaie, qui n'est pas une question simple. Qui n'est pas une question simple parce que ça prend du temps et il faut aussi penser aux répercussions économiques et financières de la monnaie. Ça, c'est très important parce que créer une monnaie, c'est penser au flux de cette monnaie, c'est penser aux exportations qui seront liées, rattachées à cette monnaie et aux importations également qui vont en pâtir. Donc, il est important qu'ils mettent des solutions pérennes et surtout pragmatiques. Et je rejoins absolument Casimir par rapport à cette proposition. Il faut aller plus vers des pistes pragmatiques qui puissent mettre sur la table les 3 parties, les experts, les scientifiques, les intellectuels, les forces politiques aussi, parce qu'on a tort de mettre sur le côté les politiques quand il s'agit de penser au développement de nos États. C'est vrai aujourd'hui avec l'expérience que ces politiques ont eue sur nos différents États depuis 1960, on n'a pas eu le résultat escompté, mais cela ne veut pas dire qu'il faut marginaliser les forces politiques, qu'il faut marginaliser les forces vives de la nation, qui aussi ont beaucoup de choses à apporter quand il s'agit de développement et de souveraineté. La deuxième chose, pour moi, oui, très rapidement, c'est qu'on a souvent les mauvaises références quand il s'agit de développement. On a des experts qui viennent du Sud, qui proposent des solutions économiques et financières qui ne sont pas écoutées, mais qui font partie des meilleures pistes de proposition. Je pense à Ahmad Yassen, par exemple, qui est un Indien, ou à Arjun Napaduran, qui ont proposé des pistes de sortie aux pays émergents. Aujourd'hui, l'Inde l'adopte et s'en sort merveilleusement bien. Donc, ne restons pas dans le passé en épousant le carcan ou en épousant plutôt une idéologie panafricaniste périmée, comme le dirait Pierre Asner, mais épousons plus une réalité de nos époques et on a évidemment des pistes de solutions qui existent au sein de nos populations et ce serait tout bénéfique pour ces États d'en profiter. Merci à vous, Hamzat Abdoulaye. Je rappelle, vous êtes consultant, analyste géopolitique. Merci également à Casimir Pidjon. Vous avez juste un mot à placer ou je peux y aller pour la conclusion? Un mot, une phrase. Poutine est une chance pour l'AES. Mais je dois dire à ces 3 dirigeants que Poutine n'est pas immortel. Donc, de presser les pas, surtout sur la question monétaire. N'ouvrez pas encore un autre champ. Merci quand même. J'espère que vraiment, chers amis téléspectateurs, vous avez pu comprendre et appréhender les enjeux économiques au niveau de l'AES, l'Alliance pour les États du Sahel. C'était donc notre façon à nous d'entrevoir la survie économique, justement, 1 an après l'existence de l'AES. Merci à chacun et à tous d'avoir été là pour nous suivre. On ouvre le débat qui se poursuit certainement chez vous. Nous y reviendrons encore une autre fois, certainement, pour revenir avec encore d'autres schémas, on va dire, d'autres angles par rapport aux États, j'allais dire, membres de l'AES. Merci à chacun et à tous d'avoir été là.